Le monde est au bord de la guerre et les puissances mondiales préparent leurs arsenaux pour le combat. Alors que les rivaux des États-Unis continuent de progresser technologiquement, les États-Unis ont mobilisé toutes leurs ressources pour dévoiler quelque chose d'extrêmement puissant et imbattable. Avec un investissement de 800 milliards de dollars, les États-Unis ont pris le contrôle des mers en développant le porte-avions le plus avancé du monde. Quelles sont les capacités de ces navires? Est-ce réellement le plus puissant au monde? Rejoignez-nous pour découvrir les caractéristiques incroyables de ce navire à plusieurs milliards de dollars récemment révélé par les États-Unis, qui a stupéfié le monde. Ce navire redoutable, l'USS Gerald R. Ford, est le premier de la nouvelle classe de porte-avions Ford de la marine américaine. Cela faisait près de 40 ans que la marine n'avait pas introduit une nouvelle génération de porte-avions, et le Ford a marqué l'histoire en étant le premier. Avec des technologies avancées et des améliorations dans divers systèmes par rapport aux anciens porte-avions, le Ford est plus moderne et innovant. Il ne se contente pas de poursuivre les traditions passées, il crée son propre avenir grâce à des avancées de pointe. L'USS Gerald R. Ford a commencé son voyage lorsque sa quille a été posée, marquant le début officiel de sa construction. Autrefois, les navires étaient construits avec des poutres en bois, mais pour des géants modernes comme le Ford, une poutre en acier solide a constitué la base. Les constructeurs navals et le personnel de la marine se sont réunis pour assister à cette étape importante. Des années plus tard, le Ford a été fièrement mis en service actif, prenant sa place parmi les navires les plus puissants de la marine. Peu après, le pont d'envol s'est animé lorsque qu'un FA-18F Super Hornet a atterri, marquant le premier appontage de l'histoire du navire. Ce porte-avions a ensuite entamé une période intense de tests, poussant ses systèmes à leurs limites. Le navire a excellé lors des essais en mer, des entraînements d'équipage et des activations de systèmes, prouvant qu'il était prêt pour les défis à venir. L'un des moments les plus spectaculaires fut lorsque le Ford a résisté à 3 puissantes explosions sous-marines, démontrant sa capacité à continuer d'opérer même dans des conditions de combat extrêmes. Avec son pont d'envol certifié et ses systèmes de contrôle aérien prêts, l'équipage du Ford a lancé des opérations aériennes avec des Super Hornet, Hawkeye et Seahawk. Ces exercices ont testé les capacités du navire et l'ont préparé pour ses missions futures. Le navire et son équipage ont acquis une expérience inestimable et sont prêts à affronter le monde lors de leur première mission complète, qui promet de faire date. Les porte-avions de la classe Gerald R. Ford représentent les dernières avancées en ingénierie navale, avec plusieurs améliorations clés par rapport aux conceptions précédentes. Ces porte-avions sont équipés de systèmes avancés de freinage, assurant des atterrissages d'avions plus sûrs et plus efficaces. Les technologies d'automatisation ont également réduit la taille de l'équipage de plusieurs centaines de personnes par rapport à la classe Nimitz, réduisant ainsi les coûts opérationnels globaux. Cette classe est dotée de systèmes de défense améliorés, incluant le missile RIM-162 Evolved Sea Sparrow et le radar multifonction AN-SPY-3 en bande X, associé au radar de recherche volumétrique AN-SPY-4 en bande S, dans le cadre du système de radar double bande. À partir du John F. Kennedy, l'AN-SPY-6 remplacera l'AN-SPY-4, renforçant encore les capacités radar du navire. Une autre avancée majeure est le système de lancement électromagnétique des avions, EMALS, remplaçant les catapultes à vapeur traditionnelles, et un nouveau réacteur nucléaire A1B qui augmente considérablement la production d'énergie. Les porte-avions sont également conçus avec des caractéristiques furtives, les rendant plus difficiles à détecter par radar. Capables de transporter jusqu'à 90 aéronefs, les porte-avions de la classe Ford peuvent accueillir divers avions, notamment le FA-18E-F Super Hornet, le A-18G Growler, le F-35C Lightning II, des drones aériens, ainsi que des hélicoptères comme le SH-60 Seahawk. L'île a été déplacée plus loin, offrant plus d'espace sur le pont d'envol et améliorant l'efficacité opérationnelle. Conçue pour des opérations intensives et soutenues,
Ces porte-avions peuvent lancer 160 sorties par jour pendant plus de 30 jours, avec une capacité de pointe de 270 sorties. Bien que cet objectif ambitieux ait suscité un certain scepticisme, les améliorations opérationnelles font tout de même des porte-avions de la classe Ford un bond en avant significatif, offrant une capacité de combat accrue et des coûts à vie réduits par rapport à leurs prédécesseurs. Un autre navire de guerre américain qui a gagné le respect de nombreuses nations est le destroyer de la classe Zumwalt. Cette classe comprend 3 destroyers à missiles guidés de la marine américaine. Ces navires sont conçus pour de multiples missions, avec un accent sur la furtivité et les attaques terrestres. Leur principal objectif est de fournir un soutien d'artillerie navale, avec des rôles secondaires dans la guerre de surface et les opérations anti-aériennes. La conception découle du programme DD-21, Destroyer d'attaque terrestre, initialement nommé DDX, et visait à répondre à une exigence du Congrès pour le soutien d'artillerie navale, remplaçant les rôles des cuirassés. Les destroyers sont équipés de 2 systèmes avancés de canons, AGS, avec des tourelles capables de contenir 920 obus, ainsi qu'une munition spéciale, le projectile à longue portée pour attaque terrestre, LRLAP. Cependant, depuis l'annulation de la production du LRLAP, les canons sont devenus inutilisables et la marine a décidé de concentrer les navires sur la guerre de surface. À partir de 2023, la marine prévoit de retirer les AGS et de les remplacer par des missiles hypersoniques. Les navires de classe Zumwalt sont catégorisés comme des destroyers, mais ils sont beaucoup plus grands que tout autre destroyer ou croiseur actif de la marine américaine. Leur conception unique vise une faible signature radar, les aidant à éviter la détection. Leur coque spéciale, qui s'incline vers l'intérieur au-dessus de la ligne de flottaison, réduit les signaux radars par rapport aux conceptions de coques traditionnelles. Ces navires sont dotés d'un système de propulsion électrique intégré, permettant à l'électricité produite par les turbogénérateurs d'alimenter les moteurs électriques, les armes et d'autres systèmes, comme la lutte contre les incendies et l'isolation automatique des ruptures de tuyaux. Ils ont été conçus pour nécessiter un équipage réduit et pour être moins coûteux à exploiter que des navires de guerre similaires. Le premier navire, nommé Zumwalt, en hommage à l'amiral Elmo Zumwalt, porte le numéro de coque DDG 1000. À l'origine, le plan prévoyait la construction de 32 navires avec un budget de recherche et développement de 9,6 milliards de dollars. Cependant, en raison de l'augmentation des coûts, ce nombre a été réduit à 24, puis à 7. En juillet 2008, la marine a demandé au Congrès de stopper la production des Zumwalt pour construire davantage de destroyers Arleigh Burke. Finalement, seuls 3 Zumwalt ont été achevés, et les coûts de construction ont grimpé à une moyenne de 4,24 milliards de dollars par navire, bien plus que le coût d'un sous-marin nucléaire de classe Virginia, qui est d'environ 2,6 milliards de dollars. Avec les coûts de développement répartis sur seulement 3 navires au lieu des 32 prévus, le coût total du programme par navire a atteint 22,5 milliards de dollars. Cette augmentation significative des coûts a entraîné une violation de l'amendement Nunn-McCurdy. Un porte-parole du Naval Sea Systems Command a déclaré que, bien que le destroyer de la classe Zumwalt soit 40% plus grand qu'un destroyer de la classe Arleigh Burke, sa signature radar est comparable à celle d'un bateau de pêche. La coque Tumble Home et la superstructure en matériaux composites réduisent considérablement les signaux radars. Globalement, la conception angulaire du destroyer le rend 50 fois plus difficile à détecter sur radar qu'un destroyer classique. La signature acoustique du Zumwalt est similaire à celle des sous-marins de classe Los Angeles. L'eau s'écoulant le long des flancs et l'air frais aspiré par la cheminée réduisent également sa signature infrarouge. La superstructure composite abrite de nombreux capteurs et systèmes électroniques du navire. En 2008, Defense News a rapporté des problèmes d'étanchéité des panneaux composites dans cette zone, mais Northrop Grumman a nié ces problèmes. Pour améliorer la visibilité du navire dans des situations non combattantes,
comme des voies maritimes encombrées ou par mauvais temps, la marine teste l'ajout de réflecteurs embarqués pour renforcer la détection radar. Cependant, l'utilité des caractéristiques furtives suscite des questions. Le rôle principal du Zumwalt est de fournir un soutien-feu de surface navale, ce qui l'oblige à opérer dans des zones proches des côtes, où les grands navires sont facilement visibles, et tout navire de surface perd sa furtivité lorsqu'il tire des armes ou des missiles. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à investir dans ces navires, et l'USS Gerald R. Ford n'est pas le seul porte-avions à propulsion nucléaire conçu pour des chasseurs multirôles. Descendons en France pour explorer les capacités du Charles de Gaulle, un autre porte-avions à propulsion nucléaire. En 2001, le Charles de Gaulle a remplacé son prédécesseur, le Foch, alimenté de manière conventionnelle, qui avait servi la marine française pendant près de 40 ans. La marine française avait commencé à envisager un porte-avions plus avancé au milieu des années 1970, ce qui a conduit à la création du Charles de Gaulle. La construction du navire a commencé en 1989 et il a été lancé quelques années plus tard. Le porte-avions Charles de Gaulle a été lancé en mai 1994, pesant 42 000 tonnes, ce qui en fait le plus grand navire de guerre lancé en Europe occidentale depuis 1950. Initialement nommé Richelieu en 1986 par le président François Mitterrand, il a été renommé Charles de Gaulle par le Premier ministre Jacques Chirac un an plus tard. La construction a connu plusieurs retards en raison de pénuries de financement et de la récession économique, avec des interruptions des travaux à 4 reprises au début des années 1990. Le coût total a dépassé 3 milliards d'euros et le navire a finalement été mis en service en 2001 avec 5 ans de retard. En 1999, lors des essais en mer, il a été découvert que le Charles de Gaulle nécessitait un pont d'envol plus long pour opérer en toute sécurité le E-2C Hawkeye. Bien que l'extension ait coûté 5 millions de francs, cela représentait une infime fraction du budget total. Lors de son dernier essai en 2000, l'hélice bâbord du navire s'est brisée, obligeant un retour à Toulon pour des réparations. Le fournisseur a été blâmé pour une mauvaise construction, et peu après, un incendie a détruit ses archives. Des hélices temporaires provenant du Clemenceau ont été installées, limitant la vitesse du porte-avions à 25 nœuds au lieu de 27. 2 ans plus tard, le navire est retourné en mer avec les hélices de secours du Clemenceau, atteignant 25,2 nœuds lors des essais. En septembre 2001, la presse française a rapporté des niveaux de radioactivité légèrement élevés à bord, dus aux nouvelles réglementations de sécurité et non à un défaut du navire. À peu près au même moment, alors que les États-Unis se préparaient à l'opération Enduring Freedom, les médias français ont critiqué le manque de préparation militaire. L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing a même qualifié le porte-avions de semi-porte-avions et a appelé à la construction d'un second navire. Pour améliorer ses performances, le Charles de Gaulle a entamé sa première grande révision en septembre 2007. Cette remise à niveau de 15 mois comprenait le rechargement de son réacteur nucléaire, essentiel après 6 ans de service. Pendant ce temps, le porte-avions avait navigué l'équivalent de 12 fois le tour du monde, passé 900 jours en mer et réalisé 19 000 catapultages. De nouvelles hélices ont été installées, permettant d'atteindre 27 nœuds, remplaçant les anciennes de 2001. Les améliorations comprenaient également un meilleur entretien des aéronefs, un stockage des armes optimisé et des systèmes de communication améliorés. Outre ses caractéristiques modernisées, ce navire est célèbre pour ses capacités. Le Charles de Gaulle peut transporter jusqu'à 40 aéronefs, notamment des chasseurs Rafale M, des super-étendards et des avions de surveillance E-2C Hawkeye. Selon Naval Technology, le pont principal du porte-avions dispose d'une piste inclinée à 8,5 degrés et d'une zone de lancement pour avions. Ces zones sont équipées de catapultes de type C-13 de la marine américaine, permettant le lancement d'un avion chaque minute. La piste mesure 195 mètres de long, tandis que le pont fait 260 mètres sur 64 mètres. Des systèmes avancés, comme l'aide à l'atterrissage laser Sagem-Dallas et le système de stabilisation SATRAP, maintiennent la stabilité du navire, même par mer agitée,
garantissant des opérations aériennes fluides. En 2007, le Charles de Gaulle a reçu une importante mise à niveau, incluant le rechargement de son réacteur nucléaire et l'installation de nouvelles hélices, augmentant sa vitesse à 27 nœuds. Les capacités de stockage d'armement du porte-avions ont également été améliorées pour accueillir les jets Rafale F-3, armés de missiles de croisière SQLP-EG et de missiles nucléaires ASMPA, renforçant considérablement sa puissance. Pour sa défense, le navire est équipé de 2 systèmes de missiles surface-air pour se protéger contre les avions et missiles ennemis. Il dispose également de lanceurs Sadral pour les systèmes anti-aériens et antimissiles Mistral. Passons maintenant à un porte-avions en cours de développement par le plus grand rival des États-Unis, la Chine. Le porte-avions de type 003 est unique en son genre. Il devrait se différencier des précédents porte-avions chinois grâce à plusieurs avancées technologiques. Au lieu d'utiliser des tremplins pour le lancement des avions, il prévoit d'utiliser des turbines à vapeur et des catapultes électromagnétiques. Selon l'expert militaire chinois Song Zhongping, le Fujian dispose également d'un système de propulsion intégré. Les moteurs exacts du Fujian sont inconnus, car le porte-avions est encore nouveau, et comme pour tout équipement militaire phare, peu d'informations ont été révélées à ce jour. La taille du porte-avions est similaire à celle du porte-avions soviétique inachevé de 85 000 tonnes, l'Ulyanovsk, et des super porte-avions de 100 000 tonnes de la marine américaine. Initialement, on pensait qu'il mesurait environ 300 mètres de long, mais des évaluations ultérieures, basées sur des images satellites, ont suggéré qu'il pourrait mesurer 316 mètres de long, avec un pont d'envol de 76 mètres de large et un déplacement d'environ 100 000 tonnes. C'est le premier porte-avions chinois qui permettrait aux avions de décoller à l'aide de catapultes. Il dispose de 3 catapultes, 2 sur le pont avant et 1 vers l'arrière, près du pont d'atterrissage incliné. On suppose que le porte-avions pourrait être équipé d'armes de protection sur des plateformes latérales sous le pont d'envol, tels que des lanceurs de missiles pour la défense aérienne et des systèmes pour contrer les menaces rapprochées. Le Fujian est clairement en concurrence avec le porte-avions américain doté du plus grand nombre de systèmes d'intelligence artificielle et d'automatisation de l'histoire. Étant donné que la Chine n'a pas encore révélé beaucoup d'informations sur les systèmes alimentant le Fujian, il est encore incertain qu'il puisse surpasser les systèmes du porte-avions américain qui reposent sur les succès des porte-avions de classe Nimitz précédents. On sait que le porte-avions chinois est équipé des capteurs et systèmes de traitement les plus avancés que la nation puisse offrir. Cela commence par un système de propulsion intégré, une amélioration majeure par rapport au système utilisé dans les porte-avions chinois précédents. Ce système permet une distribution plus efficace de l'énergie, ce qui augmente les performances des capteurs et systèmes de traitement du navire. Ces systèmes incluent un radar à réseau phasé actif, AESA, offrant au Fujian des capacités supérieures de détection et de suivi, lui permettant d'identifier et de suivre simultanément plusieurs cibles. Ce système est soutenu par 4 radars, S-band, Dragon Eye, type 346, et 4 plus petits panneaux radars AESA en bande X. L'aile aérienne du porte-avions chinois devrait également progresser, avec comme principal appareil attendu la version navale du Shenyang FC-31, connu sous le nom de J-35. Le J-35 est un chasseur de 5e génération, conçu pour rivaliser avec le F-35 Lightning II de 5e génération des États-Unis. Un autre appareil susceptible d'être présent sur le Fujian est le Shan KJ-600, qui jouera un rôle de surveillance similaire à celui de l'E-2D Hawkeye de la marine américaine. En plus de ces chasseurs, le Fujian devrait accueillir davantage de chasseurs, d'aéronefs à voilure tournante et de véhicules aériens sans pilote. Le nombre exact de ces aéronefs reste inconnu pour le moment. Cependant, le Fujian est un porte-avions de 80 000 tonnes. Le Fujian type 003 place la Chine parmi les 3 seules nations à disposer de systèmes de lancement électromagnétique, aux côtés de la France et des États-Unis. Un système de lancement électromagnétique représente une avancée majeure par rapport au système de lancement à vapeur et aux rampes de ski présentes sur les précédents porte-avions chinois. Avec un tel système, un porte-avions peut catapulter une large gamme d'aéronefs pilotés et non pilotés sur une courte distance,
sans les endommager. Enfin, abordons le CVX, dernier porte-avions puissant de la liste. Précédemment appelé LPX-2, ce navire est une classe de porte-avions proposée pour la marine sud-coréenne. Contrairement aux précédents navires de classe Dokdo, axés sur les missions amphibies, le CVX sera conçu pour opérer des aéronefs à voilure fixe et tournante, en faisant un porte-avions plus traditionnel. Le projet a été officiellement annoncé et financé dans le plan de défense à moyen terme 2020-2024 en décembre 2020. Ce projet s'inscrit dans l'effort de la Corée du Sud pour construire une marine en eau bleue lancée en 2001. Jusqu'à présent, ce plan inclut des navires comme les navires d'assaut amphibies de classe Dokdo, les destroyers de classe Sejong le Grand et les sous-marins de type 214. L'objectif est de rivaliser avec la puissance navale croissante des pays voisins comme la Chine et le Japon. Le Japon dispose des porte-hélicoptères de classe Hyuga et des destroyers de classe Izumo, tandis que la Chine possède des porte-avions tels que le Liaoning et le Shandong, avec un nouveau porte-avions, le Fujian, attendu prochainement. Fin 2020, la Corée du Sud a accéléré la conception et l'acquisition du porte-avions CVX en réponse aux expansions navales des pays voisins. Cette décision visait à mettre le porte-avions en service un an plus tôt et nécessitait un processus d'acquisition plus rapide pour les chasseurs F-35B qu'il transporterait. En février 2021, le début des travaux sur le CVX était prévu pour 2022, avec une finalisation d'ici 2030. Lors du salon MADEX en juin 2021, l'entreprise italienne Fincantieri a signé un contrat avec Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering pour aider à la conception du CVX, alors que la Corée du Sud cherchait l'expertise d'un partenaire industriel expérimenté. Malgré ces efforts, l'administration du président Yoon Suk-yeol, élu en 2022, était sceptique quant au projet CVX. En conséquence, le projet n'a reçu aucun financement dans les budgets de défense sud-coréens de 2023 et 2024. Bien que le CVX reste inclus dans le plan de défense à moyen terme 2024-2028, publié en décembre 2023, son avenir dépendra de recherche et d'évaluations supplémentaires. Contrairement à la classe Dokdo précédente, le CVX n'aura pas de radier pour le lancement des engins d'assaut amphibies. À la place, son espace interne sera utilisé pour le stockage et l'entretien des aéronefs. Le pont d'envol adoptera un design droit plutôt qu'un tremplin, comme c'est courant chez d'autres opérateurs du chasseur F-35B, à l'exception de la marine américaine. Le CVX sera l'un des rares porte-avions au monde à disposer de 2 îlots. Babcock International, une entreprise de défense britannique, participe au programme CVX et pourrait avoir influencé la conception à 2 îlots, puisqu'elle a dirigé le développement des porte-avions de classe Queen Elizabeth de la Royal Navy. Le gouvernement sud-coréen a annoncé que les capteurs et les armes du CVX seront développés localement. Le navire sera équipé d'un radar multifonction destiné à la défense contre les missiles balistiques, qui sera également utilisé sur les destroyers de prochaine génération de classe KDDX. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!